Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Cette semaine, on va parler de deux choses. Déjà, un trader mindset assez particulier. Pour ceux qui le savent, je reviens de Dubaï. J'étais dans un mastermind. J'ai eu l'occasion d'échanger avec 70 investisseurs et entrepreneurs. Et j'ai constaté une pattern, une pattern, peu importe. En tout cas, un schéma qui se répétait. Et je vais vous expliquer en quoi ces entrepreneurs et ces investisseurs ont une réussite insolente et comment ils se débrouillent tout simplement pour pouvoir passer chacune de leurs étapes, chacun de leurs problèmes, là où la plupart des personnes seraient arrêtées, stoppées, n'arriveraient plus à avancer. Je vais vous expliquer, en fait, il y a une espèce de triptyque, c'est 3 niveaux de conscience et vraiment ne loupez pas, c'est une pépite. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas le trader mindset, ils veulent directement manger du graphique. De toute façon, ça tombe bien, il n'y a rien à faire actuellement sur les marchés financiers. C'est la disette la plus absolue et totale sur le marché des cryptos et sur le marché des actions. Donc, concentrez-vous sur le travail de votre mindset et sur la mise en place de vos routines puisque c'est ça qui va faire la différence sur le moyen et long terme. C'est ça qui va permettre à ceux qui vont construire des gros projets de vie et ceux qui vont rester à cliquer sur des vidéos YouTube le week-end en espérant qu'on leur donne le Graal, à savoir où acheter, où revendre et en étant frustrés de comprendre qu'il n'y a pas de miracle derrière tout ça, qu'une fois sur deux, on se trompe, mais que le but du jeu, c'est quand on se trompe peu et quand on ne se trompe pas, eh bien, on ramasse beaucoup. Mais à aucun moment, la fameuse boule de cristal n'intervient chez les bons opérateurs, chez les bons entrepreneurs. Ils ne sont pas plus capables que n'importe qui de lire l'avenir. Ils ont simplement 3 niveaux de conscience et je vous explique ça tout de suite dans le Trader Mindset. Allez, nous voilà partis dans le Trader Mindset que cette semaine j'ai nommé « Êtes-vous le player, l'arbitre ou Dieu ?» Donc, il faut savoir que cette semaine, je sors de plusieurs jours de mastermind dans lequel j'ai échangé non-stop avec, il y avait des investisseurs, des entrepreneurs et 90% d'entre eux avaient des résultats qui étaient littéralement insolents. Et pourtant, je me suis rendu compte que c'était des humains comme tout le monde, ce ne sont pas des super humains, ça reste des humains, c'est-à-dire qu'ils sont tiraillés par leurs propres émotions et doivent faire face à de nombreux problèmes. Par contre, il y a quelque chose qui les différencie de toute la masse. C'est pour cela qu'on peut les appeler, enfin moi j'aime bien appeler les personnes qui ont ce mindset le top 1%. Et c'est vraiment cette histoire de mindset, encore une fois, qui va les différencier du reste du monde. Donc ce fameux top 1%, c'est une chose que le reste du monde ne sait pas, c'est que pour avancer, pour réaliser des choses, il faut bien sûr avoir une vision, mais que cette vision doit se dérouler sur 3 niveaux de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de 3 niveaux de conscience ? Je sais que vous vous posez probablement cette question puisque la plupart du temps, on évolue sur un seul niveau de conscience. Mais quand on est dans un acte de création, quand on essaye de faire vraiment des choses qui sortent de la matrice, on est littéralement obligé d'entrer dans ce niveau sur ces 3 niveaux de conscience. Donc, je vais reprendre la lecture. Toute création ou organisation repose sur des joueurs, des arbitres et les concepteurs des règles du jeu. Les personnages qui marquent l'histoire ont cette capacité d'évoluer sur ces 3 niveaux à la fois. Cela va à l'encontre de ce qu'on l'a toujours appris. Car dans notre monde, on a besoin de poser des étiquettes pour s'y retrouver. Ainsi, un joueur ne peut être en même temps un arbitre, sinon il y aura conflit d'intérêts. Ce fonctionnement des choses est sain lorsque l'on souhaite faire carrière dans la matrice. Il permet de se faufiler dans un univers où les 3 types d'intervenants existent déjà et assurent une structure stable. Donc, la structure stable, c'est notre société. Alors, la question que je peux vous poser, c'est quelle place occupez-vous aujourd'hui dans la matrice ? À travers l'histoire, dans toute forme d'organisation humaine, il y a toujours eu 3 types de postes permettant la survie et donc je vous l'ai dit, la stabilité de la dite organisation humaine. Donc, le premier poste, c'est le joueur. C'est celui qui crée directement de la richesse pour le pays. Que l'on parle du patron ou de l'ouvrier ou de tout ce qui se trouve entre le patron et l'ouvrier, tous ont la tête et les pieds liés à une dynamique de création de valeur. Ils doivent s'allier et non se combattre car ils luttent dans le même camp. Ensuite,
Le deuxième poste, c'est ce qu'on pourrait appeler la fonction publique dans notre pays, qui est censé jouer le rôle d'arbitre en faisant respecter les règles du jeu qui sont elles-mêmes créées par l'État. Donc, le but de la fonction publique est de faire respecter le cadre de jeu des players, ce qui apporte de la fluidité à l'appareil productif. Lorsque l'arbitre empêche le joueur de s'exprimer, ou pire, lorsque l'arbitre se prend pour le joueur, c'est que vous êtes en France. Donc c'est de l'humour, bien sûr, mais c'est un petit peu ce qui se passe en France. L'État, pas l'État, la fonction publique se met en position de création de valeur, alors que ce n'est pas son rôle, il est simplement là pour encadrer les joueurs qui, eux, créent de la valeur. Et la fonction publique est censée faciliter les joueurs pour qu'ils continuent à créer de la valeur. Or, sous cette masse de règles et de contraintes administratives, ils empêchent la fluidité des joueurs. Donc la fonction publique présente ce genre de caractéristiques en France. Et enfin, le troisième poste, c'est l'État, aka les hommes de pouvoir, qui, eux, sont censés faire muter les règles du jeu pour favoriser l'épanouissement des joueurs. Donc, ils sont censés disrupter les anciennes règles pour mettre en place des nouvelles règles qui vont permettre au pays de prospérer économiquement. Donc ça, c'est vraiment le but principal de l'État. C'est un petit peu à l'image de Dieu, de créer des règles pour que la matrice se réinvente et fonctionne de elle-même. Donc, dans le monde actuel, vous le savez, c'est que le problème, toutes les décisions et les règles et les lois qui sont mises en place vont de plus en plus dans l'intérêt personnel des hommes qui sont au pouvoir plutôt que dans les intérêts du pays en lui-même. Et du coup, on peut assister à des conflits d'intérêts qui émergent au sein même des trois postes, mais aussi entre les trois postes. Donc dans ces conditions, l'objectif à atteindre, qui est la stabilité, il reste atteint. Pour un État, pour un pays, pour une organisation humaine, le principal objectif, c'est la stabilité et ce n'est pas l'efficience. Par contre, quand on est entrepreneur, investisseur ou tout simplement que l'on veut sortir de cette matrice, notre objectif, ça ne va pas être la stabilité, ça va être l'efficience. Et c'est pourquoi on va appeler ce type de personnage des électrons libres. Alors la question, c'est pourquoi l'électron libre doit incarner ces trois visions à lui tout seul? Alors, un électron libre est un individu qui navigue en dehors de la matrice, c'est-à-dire dans un univers où il joue et arbitre les règles qu'il imagine lui-même. En théorie, cela supprime la problématique de conflit d'intérêts des trois entités qu'on a vues, puisque l'électron libre est lui-même ces trois entités. Il incarne ces trois entités de lui-même. Donc, il ne peut pas être en conflit d'intérêts vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa propre matrice. C'est pour cette raison que les individus qui sortent de la matrice pour matérialiser une vision, qu'ils ont un projet de vie, ils obtiennent des résultats qui sont hors du commun, qui sont hors de la matrice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont plus efficients, parce qu'ils sont au contrôle de ces trois postes, de ces trois niveaux de conscience. C'est donc cette capacité à mettre en interaction les trois niveaux de conscience qui différencie un Steve Jobs d'un petit entrepreneur qui est en mode survie depuis des années, un spéculateur légendaire comme Jess Livermore d'un sobre boursicoteur qui est présent tous les jours sur les forums de Boursorama, qui différencie un Elon Musk d'un Mélenchon, etc. Vous avez compris un petit peu la dynamique. Donc pour cela, il y a un secret qu'on pourrait appeler le secret de l'efficience et vous commencez un petit peu à voir là où je veux en venir. Alors, cette semaine, pendant le Mastermind, j'ai discuté pratiquement 30 heures avec des humains qui naviguent autour de cette zone d'efficience. Quand on est entrepreneur et qu'on évolue en dehors de la matrice, soit on est en train de naviguer autour de cette zone d'efficience, soit on meurt. On n'a pas le choix, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc, la particularité de ces personnes, c'est qu'ils sont capables de faire interagir ces trois niveaux de conscience en passant tantôt de Dieu, c'est-à-dire le créateur des règles, à esclave, c'est-à-dire l'exécutant du travail,
à esclavagiste, c'est-à-dire contrôlant l'environnement et la qualité du travail. Donc j'ai délibérément pris des termes, hein, Dieu, esclave, esclavagiste, qui sont très forts et bouleversants, mais c'est pour vous donner vraiment cette image des 3 niveaux de conscience qu'il faut incarner et faire interagir entre eux sans être plus Dieu que l'esclave ou que l'esclavagiste. Il faut être les 3 en même temps et mettre les 3 sur le même niveau. Et du coup, est-ce que vous savez quoi? Eh bien, à chaque fois qu'un de ces entrepreneurs ou de ces investisseurs rencontrait une problématique, hein, à chaque fois qu'un électron libre fait face à un obstacle, c'est parce qu'il génère un conflit d'intérêts avec lui-même. C'est-à-dire qu'il oublie ponctuellement un des 3 niveaux de conscience. Et cela, du coup, ça perturbe le système de fonctionnement de sa propre matrice et il se retrouve en guerre face à lui-même avec son petit gilet jaune. Donc pendant le mastermind, j'ai relevé une bonne vingtaine d'exemples de ce cas de figure. Donc vous voyez que on évolue autour d'une zone d'efficience, mais on est rarement stabilisé sur la zone d'efficience. C'est pour ça qu'il y a toujours des cycles, des hauts et des bas. Et l'idée, c'est de faire évoluer ces cycles autour de la zone d'efficience. Donc maintenant, je voudrais faire un petit parallèle en vous parlant de bourse et de ce trader légendaire qui s'enfermait dans son coffre chaque année au moment du réveillon le 31 décembre. Donc, Jesse Livermore, si vous ne le connaissez pas, lisez son livre, Mémoire d'un spéculateur. C'est extrêmement inspirant et ça va vous donner un petit peu le côté mindset derrière ce qu'il y a les transactions, c'est-à-dire l'homme qu'il y a derrière ce génie de la spéculation. Donc, Jesse Livermore est le spéculateur qui a le plus marqué l'histoire de la spéculation et de Wall Street au siècle dernier. Enfant, il était destiné à une vie de fermier. Et pourtant, il termina sa vie en étant richissime grâce à la spéculation. Donc, en lisant son livre, j'ai noté une petite pratique qui était très particulière et qui lui permettait de se raligner en à peine 48 heures avec sa zone d'efficience, mais aussi avec l'argent physique. Parce qu'il faut savoir que quand on est spéculateur, on manipule virtuellement des gros montants tout au long de l'année, mais on n'a pas vraiment cette réalité de l'argent, du cash, de ce que ça représente physiquement dans nos mains et autour de nous. Donc du coup, ce qu'il faisait, c'est que chaque année, au moment du réveillon, il se faisait enfermer par ses banquiers dans la salle des coffres de sa banque avec des millions en cash, donc autour de lui, son carnet de trade et de la nourriture. Donc, valait mieux pas être claustrophobe pour vivre cette expérience qui reposait sur un réajustement des 3 niveaux de conscience. Mais le but, c'était justement de transcender tout ça et vraiment de faire face à ces 3 niveaux de conscience. Donc, le premier niveau, vous le connaissez, tel un joueur qu'il avait été pendant toute l'année qui s'est écoulée, et bien là, dans son coffre, il refaisait mentalement tous ces trades qu'il avait soigneusement enregistrés sur son carnet au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est ce qu'on appelle un journal de trading. Ensuite, le deuxième niveau de conscience. Il enfilait sa casquette d'arbitre pour analyser en détail toutes les erreurs qu'il avait commises au cours de l'année qui venait de s'écouler sur ses trades. Donc, vous voyez, deuxième niveau de conscience. Il aligne le premier et le deuxième niveau de conscience. Et enfin, troisième niveau de conscience. Tel un dieu, il réajustait les règles de sa propre matrice de spéculation pour faire encore mieux l'année prochaine. Donc là, en l'espace de 48 heures, il réalignait ces 3 niveaux de conscience. Et une fois ce travail de connexion terminé, et bien là, il lâchait les chevaux. Donc, il y avait quand même des systèmes d'alarme et de fermeture de la banque. Quand la banque réouvrait, le coffre s'ouvrait et là, il s'autorisait 7 jours de dépenses complètement incontrôlable dans les grands magasins. Donc tout ça, c'est pour vous dire que derrière chaque génie se cachent en réalité des pratiques qui sont tangibles. Elles sont communes chez les humains qui marquent l'histoire. Quand on étudie un petit peu le côté vraiment mindset et humain qui se cache derrière chaque réussite insolente, il y a des process et ces process
on peut s'en servir, on peut les intégrer dans son quotidien. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les techniques de spéculation de Jess Livermore, eh bien je vous invite à rejoindre la formation gratuite et express de 7 jours que j'ai mis en place. Donc le lien est en dessous en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et pendant 7 jours, vous allez recevoir un cours par jour et vous verrez, on va pas mal parler des spéculateurs de génie, de Jess Livermore et de ce qui se cache derrière cette étiquette et cette casquette trader de génie. Et vous allez voir qu'il y a des réelles choses, des pratiques qui sont tangibles et que vous pouvez dupliquer chez vous par vous-même pour obtenir des résultats en bourse ou dans n'importe quelle autre thématique de votre vie qui seront eh bien insolents. Donc, cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo et on se retrouve juste derrière pour eh bien les 6 leçons sur 7 jours. Analyse du marché des cryptos, on prend comme d'habitude les 3 majors, c'est-à-dire l'Ethereum, l'EOS et le Bitcoin. Donc, on est passé sur du graphe en logarithmique hebdomadaire, je vous le rappelle. Donc vous voyez que là, ce cycle de hausse est en train de s'inverser tout simplement sur l'Ethereum. Là, on était sur un niveau de support la semaine dernière qui est en train d'être allègrement cassé cette semaine. On évolue en dessous, donc eh bien toujours dans cette dynamique de baisse. On a le prochain support autour de la zone des 50. Absolument rien n'est remis en cause sur cette baisse depuis la semaine dernière. On est toujours dans une forte dynamique de décharge. C'est vraiment la déconfiture sur le marché des cryptos. Donc il va falloir être patient avant de voir un nouveau bottom, c'est-à-dire un nouveau creux de marché avec une inversion des polarités, une inversion de la tendance sur les marchés. Donc en gros, quelle que soit la nature des annonces, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent « Cédric, tu connais rien en crypto, il y a ça, il y a tel événement qui va arriver, ça va retourner le marché. » Donc ça, on me le dit depuis qu'on est rentré en baisse. Et bien tout simplement, la psychologie est à la décharge. Donc toutes les bonnes nouvelles seront minorées et toutes les mauvaises nouvelles seront amplifiées et accentuées. C'est comme ça que marchent les marchés financiers. Quelle que soit la thématique, quelle que soit la classe d'actifs, c'est de la psychologie humaine. Et donc là, on aura beau avoir toutes les meilleures nouvelles du monde sur les marchés des cryptos, tant que les opérateurs n'auront pas digéré, n'auront pas eu le temps de de digérer cette purge, tout simplement, eh bien, les bonnes nouvelles ne seront tout simplement pas pricées en bourse. Donc, l'EOS est dans le même genre de situation, grosse dynamique baissière, on est sur la zone de support. Peut-être on aura une réaction haussière depuis cette zone-là, mais là pour le moment, le scénario le plus probable, c'est tout simplement une respiration et une reprise de la tendance baissière avec pour objectif les 0,06, 0,5. Et enfin, le Bitcoin contre l'euro, toujours dans la grosse dynamique baissière. Je vous rappelle que le premier objectif est de 2420, qui est aussi l'objectif de la règle du balancier du triangle. Et on verra ensuite si on casse directement ou si on consolide un peu avant de à nouveau casser par le bas. La dynamique est baissière. Elle est née, cette dynamique, d'un rétrécissement, d'un resserrement des fluctuations des cours de bourse, c'est-à-dire qu'on a une contraction phénoménale de la volatilité. Les fluctuations se seront resserrées de plus en plus jusqu'à même arriver à un niveau de paroxysme absolument hors du commun sur les 3 dernières semaines qui ont juste précédé cette séance de baisse. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a une extension maintenant de la volatilité et qu'elle est en train de s'exprimer et potentiellement ça peut descendre très bas. Donc on n'a absolument aucun signe de retournement sur le marché des cryptos. Pour le moment, on est orienté à la baisse. Il n'y a pas du tout lieu de passer positif. Voilà, je sais que je tords le cœur et je fais mal aux holders et aux crypto fans. Je suis moi-même un grand enthousiaste du marché des cryptos et de ce que ça ouvre au monde et à la disruption du monde dans lequel on est. Mais voilà, d'un point de vue strictement boursier et des cycles de marché, on est dans un cycle de décharge et on attendra tout simplement un nouveau cycle de charge pour pouvoir éventuellement rentrer en position sur le marché des cryptos. Mais hélas, on est très loin. Le temps que ça se mette en place, il va falloir plusieurs mois. Donc ne soyez pas pressés d'investir sur le marché des cryptos pour le moment.
Allez, on est parti pour l'analyse du sentiment de marché. On va commencer par le marché américain avec le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques. Donc là, on est toujours sur cet énorme support. Vous voyez, il a été mis en place depuis le début de l'année 2018. Là, on arrive bientôt début 2019. On est sur ces niveaux de support. Donc, est-ce que le marché haussier va s'inverser ou pas? Ça va être déterminant. En tout cas, pour le moment, on travaille le support. Vous allez voir que sur le SP500, on est exactement dans le même genre de configuration. Donc, on est sur la zone de support. Je vous rappelle que quand on est en range, en situation de range, comme on l'est depuis l'été dernier, eh bien, on s'attend à une réaction haussière depuis le support et on s'attend à un affaiblissement, une réaction baissière depuis la résistance. Donc là, le scénario le plus probable au cours des prochaines semaines et des prochains mois, eh bien, c'est tout simplement un rebond depuis la zone de support. Bien sûr, si on venait casser ce support, on rentrerait en bear market. Donc voilà la frontière entre la situation de range et la situation de bear market. Et maintenant, on va aller voir sur le marché européen. Donc, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Je vous rappelle la situation, depuis la fin de l'année 2017, on évoluait dans un énorme range, ce qu'on pourrait appeler un triangle d'élargissement. On a cassé à la baisse le triangle d'élargissement la semaine passée. Cette semaine, on évolue toujours en dessous. Donc ça signifie que le scénario le plus probable est un retour vers la zone des 11 300 voire 11 000 points. Donc voilà, on est dans une situation de correction et non de bear market. Je vous rappelle que pour qu'on parle de marché baissier, de bear market, il faut que eh bien, on ait un signal aussi sur le marché américain. Et vous voyez que sur le marché américain, on a toujours notre support qui est sauf. Je vous l'ai montré juste avant. Donc le jour où le support casse sur le marché américain, eh bien concrètement, on est entré en marché baissier sur les bourses à l'international. Ce n'est pas encore le cas. Même si là, vous le voyez que c'est pas joli sur le marché européen avec le CAC 40, dividende brut réinvesti. Maintenant, le CAC petite et moyenne capitalisation. Vous voyez que là, idem, on est dans une forte correction. On arrive sur la zone de support ici, donc je vous l'ai mise en verte, qui correspond à cette ancienne zone de résistance. Vous vous rappelez peut-être ou peut-être pas, mais 2015-2016, on avait énormément de mal à passer cette zone. Et une fois qu'on l'a cassée, boum, on est parti dans une puissante vague de hausse. Et bien là, on arrive à nouveau sur cette zone, donc là on s'attend à une réaction de la part des acheteurs et puis si on casse par le bas, on aura le prochain support autour des 10 000 et des 9 800, des 10 000 points. Donc dynamique toujours baissière sur les petites et moyennes capitalisations. C'est franchement une année bien moche pour les petites et moyennes capitalisations sur la cote européenne. Maintenant sur le DAX, donc là le DAX qui est l'indice allemand. Vous voyez que là, on a cassé cette épaule tête-épaule. On peut aussi la mettre en forme de triangle. Elle a été cassée il y a plusieurs mois, donc le 8 octobre, la semaine du 8 octobre. Et là, on est dans l'accélération de la dynamique baissière. Donc le support qui correspond aussi à la règle du balançoire, c'est-à-dire à l'objectif de ce triangle ou de l'objectif de cette épaule tête-épaule, eh bien, est situé autour des 10 200 points. Donc on devrait très probablement au cours des prochaines semaines aller travailler cette zone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on trouve des opportunités sur nos screeners, des opportunités spéculatives sur les actions, eh bien il va falloir être extrêmement défensif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir ou de se faire du mal pour être défensif, puisque il y a zéro opportunité sur nos screeners. C'est une purge qui est assez violente. Je ne me rappelle pas de mémoire avoir observé une telle purge depuis le marché baissier de 2008. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans un nouveau marché baissier ou pas? Les indices américains nous lanceront l'alarme, nous lanceront le signal. Pour le moment, on n'y est pas. On est simplement dans une purge qui est violente. Donc, il faut rester cash, il faut rester tranquille. Il faut savoir rester en position de défense quand il n'y a rien à faire. Il faut passer en position d'attaque quand les opportunités s'afficheront d'elles-mêmes sur nos screeners, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, prenez votre temps, révisez vos trades de l'année, révisez vos trades de l'année précédente, faites le bilan, essayez de mettre en place des garde-fous pour corriger avantageusement les erreurs que vous auriez fait au cours des dernières années, et ça ne vous rendra que plus fort pour affronter le prochain cycle de hausse. Et je vous rappelle une chose, c'est que plus la purge est forte, et plus la première vague du cycle de hausse qui se met en place derrière est elle aussi forte. Donc,
plus on restera dans cette situation où on va vraiment liquider, enfin les opérateurs vont liquider un maximum d'actions sur les marchés, plus quand ils reviendront dans la première vague du cycle de hausse, ils auront de cash à investir, et ce cash, quand il va aller s'investir sur les petites et moyennes capitalisations qui ont de momentum, ça va les pousser, ça va amplifier d'autant plus les mouvements de hausse et donc l'espérance de gain et le nombre de trades gratuits. Donc c'est un mal pour un bien, c'est comme ça que marche le phénomène de destruction créatrice, c'est comme ça que marchent et fonctionnent les cycles, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. En tout cas, si vous avez un bon money management et que vous êtes cash actuellement, eh bien, vous êtes paré pour affronter ce potentiel cycle de baisse s'il a lieu dans la meilleure disposition, puisque vous êtes tranquille émotionnellement. Et si tous les médias financiers, BFM, TF1, etc. Vous ressassent chaque jour que eh bien, c'est la fin du monde économique, que les marchés financiers vont aller jusqu'à zéro, eh bien moi, au moins, vous serez cash. Alors on me pose régulièrement la question de quel courtier je dois prendre pour pouvoir spéculer sur les marchés financiers, quelle plateforme de bourse j'utilise. Donc je vous ai préparé un cours qui va se dérouler sur 7 jours. Le lien est en description de la vidéo, vous allez tomber sur cette page, là il y a un gros bouton inscription, et donc tout simplement vous vous inscrivez et chaque jour je vous enverrai un cours dans lequel vous aurez des routines de trading, vous aurez les techniques de spéculation des plus grands spéculateurs. Je vous ai parlé de Jess Livermore en début de cette vidéo dans le Trader Mindset. Je vous parlerai aussi de Sylvain Duport qui est un génie de la spéculation et il est français. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se cache derrière ces performances insolentes qu'il a enregistrées pendant des concours avec argent réel et en totale transparence. Et je vous donnerai aussi tous les outils que j'utilise et tout simplement eh bien ça c'est disponible sur cette page, donc inscrivez-vous et profitez-en pour pouvoir mettre tout ça en place pendant cette période de disette entre guillemets sur le marché des cryptos et sur le marché des actions. Il n'y a pas grand chose à faire sauf à se former et commencer à prendre le temps d'utiliser les bons outils. C'est vraiment un moment idéal. Donc on se retrouve juste derrière, appuyez, cliquez ici sur s'inscrire, on se retrouve juste derrière.